une paralysie, diagnostic topographique, une paralysie peut être due soit à une atteinte du système pyramidal, soit une atteinte du neurone périphérique, soit une atteinte musculaire. Le syndrome pyramidal, le syndrome neurogène périphérique, le syndrome myasthénique ou le syndrome myogène. Ce sont les différents syndromes qu'on va voir tout de suite. Définition, on va voir quelques définitions puisque c'est des mots que vous allez rencontrer dans vos livres. Hémiplégie, paraplégie, quadriplégie, paralysie, parésie. Vous devez connaître tout ça. Très bien. L'hémiplégie, c'est une paralysie de l'hémicorps. C'est une paralysie de l'hémicorps. Hémiplégie. Hémiplégie. Très bien. Elle peut être totale ou partielle. Totale, c'est une absence totale du mouvement. Partielle, il peut réaliser le mouvement, mais il n'est pas complet. Testing à 2, par exemple. Quand elle est incomplète, on parle d'hémiparésie. On parle d'hémiparésie. D'accord? Donc c'est quoi une parésie? C'est une paralysie incomplète. C'est quoi une parésie? C'est une paralysie incomplète. Très bien. Elle peut être proportionnelle. Attention, ces termes sont très importants. Elle peut être proportionnelle. Elle peut être proportionnelle. C'est pas proportionnelle. Proportionnelle, معناتها نفس النسبة كما قالت. نفس النسبة كما قالت. معناتها المفعول العلوي والسفلي كيف. C'est une atteinte du nombre supérieur et du nombre inférieur avec la même intensité. Touche également le nombre supérieur et inférieur. Elle peut être non proportionnelle, d'accord? Elle peut être non proportionnelle, c'est-à-dire qu'elle touche plus le nombre supérieur que le nombre inférieur, ou elle touche le nombre supérieur seulement, etc., etc. La paralysie peut ne toucher qu'un bras, par exemple, d'accord? Elle n'est pas proportionnelle dans ce cas. Elle peut être flasse. La paralysie est accompagnée d'une hypotonie. Elle peut être aussi spastique. C'est une paralysie avec hypertonie. Donc il ne faut pas confondre entre paralysie et hypotonie. Hypotonie معناها ما عنديش تونس. paralysie معناها ما نقدرش نحرك le membre. Paralysie معناها ما نقدرش نحرك le membre. Je veux avoir une paralysie avec une hypertonie. Donc la paralysie peut être flasse s'il y a une hypotonie, comme elle peut être spastique quand il y a une hypertonie. Paraplégie. Paraplégie, c'est une paralysie de la moitié inférieure du corps. Le membre inférieur bas qui est avec le membre supérieur il est sauvegardé. Elle est due à une lésion, compression de section de la moelle musculaire secondaire entre C7 et L2. Entre C7 et L2. Les médecins de la lésion mordent les racines après les racines qui donnent naissance au plexus brachial. Alors, pour sauvegarder la motricité du membre supérieur, les messages nerveux qui arrivent par le nerf cubital, par le nerf radial, par le nerf circonflexe, par le nerf fémur, les sauvegarder. Le chirurgien doit sauvegarder, il faut qu'il y ait une sauvegarde de messages nerveux qui arrivent par C1, par C2 et par C3. Et pour avoir une sauvegarde des messages qui viennent de C1, C2 et C3, je dois avoir une sauvegarde à tous les centres médianiques formants. L'accord antérieur, le mésencéphale, la capsule interne, puis le cortex cérébral. Je dois avoir une sauvegarde à 15 parties. تحسبها تجي من السكسة تجي من العظام الصوبة غير المشتبه اسمها السوش صراحة تحته مسك صراحة تحته توك الجنين تحت هذا الراسم تحسبها المنطقة هذا المنطقة يسمى sous les organes. Le syndrome sous les organes, c'est une manifestation, c'est une collaboration de la tête des muscles innervés par les nerfs qui sont des racines qui sont en-dessous de la lésion. Très bien. C'est la paraplégie qui est une paraplégie qui est alimentée en-dessous des cercles. Tétraplégie, là ça va les influences cercles, il va avoir aussi une atteinte du membre supérieur, et donc je vais avoir une atteinte d'une paralysie de membre supérieur et de membre inférieur. Je suis tétra, واحد اثنين ثلاثة أربعة. Donc tétraplégie, très bien. Monoplégie, c'est l'atteinte d'un seul membre, paralysie d'un seul membre. La paralysie est une diminution incomplète de la motricité. Les paralysies centrales, donc on a vu deux types de paralysie. Les paralysies centrales et les paralysies périphériques. Les paralysies périphériques, on va les voir plus tard. Les secondaires périphériques, les secondaires myasthéniques, les secondaires amyotrophiques.
Donc, quand je trouve la tête pyramidale, c'est-à-dire la paralysie centrale, il existe deux types de lésions. Soit une lésion unilatérale, soit une lésion bilatérale. La lésion unilatérale qui siège le plus souvent sur le trajet intracrânien du faisceau pyramidal. Alors, elle réalise une ligne située du côté haut, on dit la lésion. Comme trop, on dit là. Maintenant, il est en train de nous parler des lésions qui sont responsables du changement pyramidal. Des lésions il est en train de nous parler des différentes lésions qui sont responsables de l'atteinte du syndrome pyramidal. قلنا باللي le faisceau pyramidal يبدا من le cortex, le système pyramidal s'il te plaît. Le système pyramidal commence au niveau du cortex et reste la colonne antérieure. Le système pyramidal commence au niveau du cortex et il se termine au niveau de la colonne antérieure. Donc toutes les atteintes de cette partie vont me donner un syndrome pyramidal. Toutes les atteintes de cette partie vont me donner une atteinte pyramidale. Alors on a dit l'atteinte elle est souvent unilatérale. Pourquoi elle est souvent unilatérale? Parce que congé un AVC, l'étymologie de l'atteinte pyramidale, congé un traumatisme, congé un AVC, congé une ischémie. Il est difficile que cette atteinte touche les deux parties en même temps. C'est pas un AVC, c'est une rupture de un blocage sur un vaisseau sanguin. Mais il y a deux vaisseaux sanguins ou pas. Sauf par malchance. Par malchance, ça peut arriver. En général, ça n'arrive que d'un seul sens. Le risque que l'atteinte est réalisée avant la dégustation, quand même le déguster le faisceau pyramidal, c'est le nombre contralatéral à la lésion qui sera atteinte. Attention, on va voir le syndrome de Rome, c'est quoi? On va voir le syndrome de Nigérie. C'est un peu complexe. Mais chaque fois, la lésion, que ce soit une atteinte motrice ou une atteinte sensitive, il faut que vous vous posiez cette question. Une mère atteinte ou une mère sectionnée, il est lié à quel membre? D'accord? Si j'ai une atteinte corticale, si j'ai une atteinte corticale de ce côté, du côté droit, le membre, il est lié à quel membre? Le membre qui sera atteint. De ce côté, du côté du micro, parce que elle va être un décussage de l'euro. Il est ici, il va décusser. Donc elle a fait ça pour non, il va descendre, il va décusser, donc c'est ce membre qui sera atteint. C'est le membre contralatéral. C'est le membre contralatéral. C'est le membre contralatéral. Très bien. Vous pouvez avoir, si j'ai retrouvé la moelle, réalisons une neurologie, c'est une neurologie, mais je suis les coups de poing. D'accord, on va aller dans la bouche de ces moments de mousse, on a mis le coup de poing là, et le coup de poing là, et la coupe bilatérale, parce que on va avoir une lumière elle commence à quelques minutes de personnes. Donc, on va dire, on ne le pas, mais on se passe pas sur le chiffre, c'est un peu de c'est quoi? Donc, qu'est-ce que c'est que ça là? D'accord, qu'est-ce qu'on a là? Et quand je vais vous raconter, bilatéral, je vais vous dire bilatéral. Si tu veux du même, si je vais vous dire la réalisons une neurologie du même côté. Donc, si j'ai une atteinte unilatérale de la main, maintenant, la moelle qui trace, j'aurai une atteinte du membre qui est du même côté, on va voir comme ça. Une lésion bilatérale, si je vais vous dire la main, elle est installée, il y a qui aura une neurologie, le plus souvent le paraplégie. Paraplégie, je vais dans le main, paraplégie, je vais dans le main. On a je suis désolé d'utiliser ces termes, mais voilà, c'est ce que vous verrez en clinique. D'accord? Donc s'il y a eu une lésion au-dessous de la sortie du plexus brachial, j'aurai une paraplégie. Si j'ai une atteinte au-dessus du plexus brachial, j'aurai une tétraplégie. Très bien, très bien. Les caractères communs des différents syndromes, que ce soit un syndrome cortical, capsulaire, médulaire, ont des caractéristiques communes. Normalement, c'est le déficit moteur. Il respecte les muscles à action synergique. C'est quoi les muscles à action synergique? Ce sont les muscles innervés par plusieurs nerfs et par plusieurs zones. C'est pour cela, une atteinte centrale, elle va toucher certaines parties de ce muscle, mais ce muscle, il est compensé par d'autres nerfs. Alors bien, il est sauvegardé où l'atteinte pyramidale n'apparaît pas faire.
Donc les muscles à action synergique sont sauvegardés. Pourquoi? Parce qu'ils sont innervés par plusieurs types de nerfs. Très bien. Comme les muscles du cou, du tronc, du larynx, etc. Elle prédomine sur le territoire facial inférieur, la face. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, vous avez vu l'examen neurologique que la face est divisée en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Les nerfs crâniens, je vous avais dit que les nerfs crâniens avaient des noyaux. Les noyaux des nerfs crâniens recevaient une innervation corticale mixte, une qui est ipsilatérale et une qui est contralatérale. Une qui est ipsilatérale et une qui est contralatérale. Sauf quelques exceptions. Les exceptions, c'est le noyau inférieur du nerf facial. C'est le noyau inférieur du nerf facial. C'est le noyau inférieur du 7 que vous voyez ici. Le 7 inférieur. Vous voyez que le 7 inférieur ne reçoit qu'un seul nerf, alors que le 7 supérieur reçoit deux nerfs. La partie contralatérale. Donc la partie inférieure de la face ne reçoit qu'un seul, le noyau ne reçoit qu'un seul nerf, et ce nerf il vient du côté contralatéral, alors que la partie supérieure de la face reçoit une innervation mixte. Les deux noyaux à la partie supérieure, ils reçoivent du côté contralatéral comme du côté ipsilatéral. Donc ils reçoivent une innervation mixte. Si j'ai une atteinte si j'ai un AVC de ce côté, la partie supérieure, elle aura ce nerf, elle aura cette partie qui continuera à exercer la motricité. Mais la partie inférieure, elle ne peut pas être compensée. C'est pour cela que la paralysie prédomine au niveau des parties inférieures, des parties faciales inférieures, qui fait physiologiquement les différentes parties de mon organisme, les différentes parties de ma face. Au niveau supérieur, il y a une innervation double, et au niveau de la partie inférieure, il y a une seule innervation. Quand je décide, quand je veux réaliser un mouvement d'un seul côté, sur la partie inférieure de mon visage, je peux le faire. Donc vous contrôlez très bien les muscles de la joue. Par contre, شكون يقدر يغلق عين وحده برك بدو كوتي؟ نغلق هاد العين وحدها، تقدر تغلق العين الاخرى وحدها؟ Non, parce que les parties comme ça. La majeure partie des êtres humains ne peut pas fermer séparément les deux yeux. تقدر طبيبه كيما شوي شو قالوا لي؟ اغلقي لا droite, اغلقي لا gauche. Oui, ça. Mais vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas une échantillon normal. Vous dites, regardez la droite. La gauche, et on va te droche, d'accord? La majeure partie n'arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est des exceptions quand même. 70% des êtres humains, s'il vous plaît, on ne se concentre pas. 70% des êtres humains parce qu'ils ont une innervation bilatérale qui décide avec le nerf moteur de l'ordre apiculaire, il va être les deux yeux. Les idées nous jouent les détails. S'il vous plaît, on se concentre. On a dit que la paralysie faciale, elle prédomine au niveau du territoire facial inférieur. Supposons que vous suspectez un syndrome pyramidal chez un patient. On va trouver mais on lui demande de souffler, mais parce la motricité du territoire supérieur, elle est conservée. Elle est conservée parce que la partie supérieure reçoit une innervation mixte, le double. Même elle reçoit une innervation double. Il sera un AVC, qu'il au moins les efférences, pardon, les messages راحوا معناتها إلا قلت له اغلق هاد العينين يقدر يغلقهم بصح يقدر يغلقهم avec une force moindre تقدر تنقص la force puisque un des deux nerfs corticaux راح يقدر il contracte les orbiculaires mais avec une force moindre. Comment on peut détecter cette diminution de force? C'est un signe clinique qui s'appelle le signe des cils longs de Souquet. Le signe des cils longs de Souquet. C'est quoi le signe des cils longs de Souquet? Le rêve de toutes les filles. C'est d'abord de... Voilà, c'est pas un sujet.
هذا السيميلون c'est quoi؟ نحن le patient terrain on le terrain d'un caca. Chez une personne normale, il y a des inférences des deux côtés, les émissions واش نلقى عند une personne عندها une pyramidale نلقى باللي une partie فيها لي سين طوال une partie فيها لي سين قصار دونك une partie contractile orbiculaire فيها مليح une partie ما contractée فيها l'orbiculaire مليح donc la différence de la longueur des signes des deux côtés va nous former sur une atteinte une parésie des orbiculaires très bien Souquet c'est un anatomiste français اللي قرا عنده Pierre-Marie اللي راح نشوفوه Pierre-Marie et Foix. Pierre-Marie et Foix. Très bien, donc elle prédomine au niveau du territoire inférieur. Au niveau du membre supérieur, on a les extenseurs et les supinateurs. Au niveau du membre inférieur, on a les abducteurs et les raccourcisseurs. Pourquoi ces muscles? Pourquoi il y a une prédominance de ces muscles? Parce que les autres muscles sont contrôlés d'une façon plus importante par le système extra-pyramidal. Avec les fléchisseurs ou avec les adducteurs, quel est le système extra-pyramidal qui vient compenser? Or, le simulateur et les extenseurs, mais quel est le système pyramidal qui agit d'une façon aussi importante? Donc l'atteinte du système pyramidal, va me créer une atteinte qui est plus importante au niveau des supinateurs et des extenseurs, le membre supérieur, et au niveau des abducteurs et des raccourcisseurs, le membre inférieur. C'est très important, il faut savoir le pourquoi du combo. Très bien. Les troubles de la motricité, le syndrome pyramidal. Les troubles du tonus, on a presque terminé. Soit hypotonie, la phase flasque, soit hypertonie, la phase spastique. Trouble des réflexes, soit une hyporéflexie, la phase flasque, soit une hypertonie, la phase tonique ou la spastique. Sans oublier le fameux signe de Babinski qui est présent dans les deux phases. Le signe de Babinski qui est présent dans les deux phases. Les autres signes, il n'y a pas d'amyotrophie, sauf une amyotrophie généralisée. Les troubles sphinctériens sont retrouvés sur les atteintes bilatérales. On a une atteinte centrale de la moelle épinière. La moelle épinière, on va avoir la vessie des deux côtés, on a une section complète de la moelle, la vessie devient une vessie autonome. D'accord? On va voir le syndrome du con terminal ou le syndrome de la queue de cheval que vous allez voir plus tard. Les hémiplégies. Définition. L'hémiplégie est une paralysie d'un hémicorps, elle est due à une atteinte d'un seul faisceau pyramidal. L'hémiplégie flasque, on va passer très rapidement, on a tout vu. Chez le malade conscient, elle associe une paralysie, elle associe au début une paralysie flasque, une hypotonie, une diminution des réflexes ou un signe de Babinski. La paralysie faciale de type central, je m'attends de type central, maintenant elle va prédominer sur la partie inférieure. Très bien, chez un malade dans le coma, il y aura une déviation conjuguée de la tête et des yeux. Le malade regarde sa lésion et se détourne de sa paralysie ou de son hémiplégie. Le malade, il y a une déviation de la tête et des yeux. Le malade va regarder sa lésion. Je m'attends à regarder sa lésion, il va regarder du côté de sa lésion. Il est en coma. Il va vers le côté de sa lésion et se détourne de son hémiplégie. Mais je suis l'hémiplégie, il regarde sa lésion et se détourne de son hémiplégie. Il ne regarde pas son hémiplégie, il se détourne d'elle, se détourner de quelqu'un. D'accord? Donc il se détourne de son hémiplégie et regarde sa lésion. Il regarde sa lésion. Pendant que c'est une atteinte, une atteinte des muscles contraires. Supposons que la manière de la lésion elle est du côté gauche. Elle est là. Mais là, quels sont les muscles qui sont atteints? Ce sont les muscles du côté contraire. D'accord? Du côté contraire. Très bien. Et il y aura une diminution aussi de mouvement contralatéral, puisqu'il y a le faisceau corticobulaire, vous avez aussi une avance vers les muscles de la tête et les muscles du cou. D'accord? Puisqu'il y aura une atteinte des muscles contralatéraux, les muscles contralatéraux ne vont plus se contracter. D'accord, les muscles contralatéraux ne vont plus se contracter, surtout dans les faces inférieures ou dans le cou. Qu'est-ce qui va se contracter?
ce sont les muscles ommolatéraux. Les muscles ommolatéraux, puisqu'ils dépendent de l'autre partie du système nerveux, ils vont être conservés. Et puisqu'ils vont être conservés, ils vont se contracter. Et en se contractant, la contraction de taham n'est pas compensée par une autre contraction. Donc elle sera déviée du côté malade. Puisqu'elle a bien le côté malade, le côté malade, il innerve le côté controlatéral. Ou le côté sain, il innerve le côté controlatéral. C'est quoi le côté controlatéral de la partie controlatérale? C'est la partie homolatérale à la lésion. Il faut savoir que les muscles homolatéraux de la lésion sont conservés. À l'âge, parce qu'ils reçoivent une innervation contralatérale. Ça, on a là, le muscle du cou et de l'hypophase inférieure. Donc leur contraction, elle est maintenue. Donc ils se contractent, ils gîtent dans le muscle, et la tête sera déviée vers le côté interne. Elle sera déviée vers le côté interne. Vous avez compris? Est-ce que je répète? Je comprends, oui. Je reprends, s'il vous plaît. On est en train de décrire l'attitude d'un comateur qui a un syndrome pyramidal. On a le syndrome pyramidal en cas d'atteinte corticale, mais ça sera la décussation des fibres, des différentes fibres, que ce soit les fibres cortico-bulbaires ou les cortico-spinales. D'accord? Surtout les cortico-bulbaires. Je suis en train de parler des muscles de la face et des muscles du cou. D'accord? Ça veut dire une atteinte corticale. Cette atteinte corticale, elle va toucher quel muscle? Elle va toucher les muscles contralatéraux. Elle va toucher les muscles contralatéraux. On est d'accord? Contralatéraux à quoi? Contralatéraux à la lésion. Donc les muscles contralatéraux à la lésion ne vont plus se contracter. Donc les muscles homolatéraux à la lésion, ils ne vont plus être compensés. Ils sont marqués au hanon. Et la contraction des muscles homolatéraux, qu'est-ce qu'elle va faire en sorte? Elle va faire en sorte qu'il y a une déviation de la tête vers le côté où comme la contraction de la c'est le côté c'est le côté de sa tête vers le même côté où il se situe, ou le côté où il se situe, c'est le côté de la lésion. C'est le côté de la lésion. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Très bien. Une hypotonie de la face du côté paralysé, le malade fume la pipe. Quand il respire, il y a une dilatation de la joue. Le signe de Pierre-Marie F.A. Le signe de Pierre-Marie F.A. vous le connaissez. Le patient je prends la partie derrière la mastoïde, la partie inférieure de la branche ascendante de l'os maxillaire inférieur, donc la partie ascendante, elle vient, on pose en arrière, pour comprimer le nerf facial. Dans la partie qui est saine, il y aura une grimace. Dans la partie qui n'est pas saine, il n'y aura pas de grimace. Il y aura une grimace du côté sain et il n'y aura pas de grimace du côté atteint. Très bien. Admettons, c'est de l'examen logique. Au niveau des membres, une chute rapide des membres, on طلع اليديه ومن بعد كي نهبطهم يطيحوا plus rapidement qu'une personne normale parce qu'il n'y a pas cette hypertonie de repos. Les muscles ils ont une hypertonie, une certaine tonicité, un certain tonus au repos. Le tonus il est perdu en cas de paralysie fasque, donc le signe du rémiste, c'est quoi? C'est quand j'ai une atteinte unilatérale, le bien du lidé ou le traitement. Le côté atteint, le côté électrique va chuter plus rapidement. Il va chuter plus rapidement puisqu'il n'y a pas de tonus de base. Les aortées, les réflexes osseo-tendineux sont diminués ou abolis, c'est clair. Très bien. Hypertonie de type pyramidal. C'est quoi l'hypertonie de type pyramidal? C'est une hypertonie en flexion-adduction au membre supérieur. Au membre inférieur, il s'agit d'une extension avec adduction. Et je peux avoir plusieurs types de marches. La marche en fauchant. La faucheuse. La représentation artistique de la mort chez les Occidentaux. Les Occidentaux, ils le représentent. Ils représentent une personne, il y a une cagoule, une faucheuse. D'accord? Très bien. La marche en fauchant. Elle se chante la marche en fauchant parce qu'il fauche. Il est rapide. Il est rapide. Il est en train de réaliser le mouvement en éloigne. La physiopathe la marche en fauchant, la marche en ciseaux, elle est faite comme ça. C'est une double extension qui indique une paraplégie, une atteinte vigulaire, une atteinte bilatérale et deux membres inférieurs. Il va marcher comme une paire de ciseaux, comme ça. Parce qu'il y a une extension adduction de ce membre et une extension adduction de ce membre. Il va réaliser des mouvements comme ça. Très bien. La marche spastique c'est comme ça. Il va marcher la marche du robot. Parce qu'il y a une hypertonie, ça va être
difficile pour lui de marcher. Très bien. Une marche sautillante de gallinacée, une marche digitigrade. Kif la marche de gallinacée, la marche sautillante, c'est une atteinte pyramidale qui va faire en sorte qu'il y ait une hypertonie ou qu'il y ait un cas. D'accord? Il va marcher comme ça, c'est une marche sautillante. D'accord, c'est une marche sautillante, mais là, digitigrade, il marche sur ses doigts. Le gallinacé, c'est le monsieur qui l'a décrite. Très bien. Suivant la topographie, on distingue une hémiplégie corticale, elle est partielle, elle n'est pas complète. Parce qu'il n'y a pas une atteinte généralisée. Pratiquement au niveau cortical, le système pyramidal est largement représenté. Donc il s'agit un AVC, les autres secteurs sont conservés et donc j'aurai une atteinte qui est incomplète. Elle est non proportionnelle, elle peut toucher le membre supérieur et inférieur différemment, ou là elle peut ne toucher que le membre supérieur ou inférieur. هنا كاين واحد لو ديتاي والله ما عرفتش نزيد لكم ولا لا ما نزيدوش باسكو نخلطكم برك. En fait, on a découvert récemment la spasticité, l'hypertonie spastique du système pyramidal, elle est en fait due à la tête du système extra-pyramidal. Mais vous l'oubliez, même si les livres t'as neuro, beaucoup de références de neurologie, les cours de 2017, mais j'ai mis que donc gardez-la pour plus tard, qui de la recherche. Et tout le monde, vous gardez la description clinique. T'as comme syndrome pyramidal, hypertonie spastique, extra-pyramidal, hypertonie plastique. Trouble de la sensibilité profonde. Pourquoi? Parce que les aires corticales font des aires somesthésiques et des aires sensitives. Une épilepsie bravo-jacksonienne. C'est quoi une épilepsie bravo-jacksonienne? C'est une épilepsie qui commence en étant partielle. D'accord? Une épilepsie au niveau d'un membre, puis elle se généralise secondaire. Elle se généralise en second lieu. C'est ça, l'épilepsie bravo-jacksonienne, elle commence comme étant partielle et elle devient périphérique. Elle commence en étant partielle parce que l'atteinte elle est limitée au niveau cortical. Car il y a une petite partie du cerveau qui est atteinte, une hypertonie réponse, un hyperfonctionnement réponse, les neurones vont commencer à se décharger. En se déchargeant, il y aura une hyperstimulation, une stimulation hypersynchrone des neurones, là ça donne une crise épileptique. Très bien, tout ceci siège du côté opposé, c'est clair, parce que ça se situe ici au niveau du cortex. À la veille il y aura une décussation, puisqu'il y aura une décussation, ça va être contralatéral. Lorsque l'hémiplégie est droite, une aphasie est souvent... Le micro. Mais le micro, la fenêtre. Merci, je compte pas faire les faits. Ah. عندك les faits? Non, c'est pas utile. Très bien. Lorsque l'hémiplégie est droite, une aphasie est souvent retrouvée. Je vais la phrase. Attention. Les aphasies, on vous a parlé de l'aphasie de Broca et de l'aphasie de Wernicke. On vous a dit que l'aphasie de Broca a été caractérisée par une diminution de la force du langage, une diminution du lexique, une diminution de la capacité du langage. Ou l'aphasie de Wernicke, c'est le trouble de la compréhension du langage. En supposant que la langue حاجه مسبمه هو غير خلينا نقول لكم تاع الخطيب بسينا وبعد جا لابريز تلاقيت مع l'ordinateur مدلي. Donc c'est des termes qui ressemblent à ça. Voilà, si vous rencontrez des patients libéraux AVC, vous allez remarquer ça. Très bien. L'aphasie, les centres du langage. Attention, là c'est un peu compliqué. Les centres du langage, vous direz à droite ou à gauche? Là à droite ou là à gauche? Ils peuvent être à droite ou là à gauche. Les neurologues disent que les centres du langage sont situés au niveau de l'hémisphère dominant. Parce que chez tout individu, quel est un hémisphère dominant ou un hémisphère dominé? Les gauchers ont un hémisphère dominant droit ou les droitiers ont un hémisphère dominant gauche. Donc, si la paralysie survient à droite, si la paralysie survient à droite, c'est la partie corticale gauche qui est atteinte.
où la majeure partie des êtres humains, ils sont droitiers ou gauchers? Ils sont droitiers. Donc le centre dominant est à droite ou à gauche? Il est à gauche. Donc, lorsque l'hémiplégie est droite, le centre du langage, il y a une atteinte gauche, et la majorité sont droitiers. Puisqu'ils sont droitiers, l'hémisphère dominant est à gauche. Et puisque l'hémisphère dominant est à gauche, le centre du langage est à gauche. Et puisque l'hémiplégie est droite, il y a eu une atteinte gauche, donc il y a eu un trouble du langage. Est-ce que vous avez compris? Non. On dit les centres du langage. Les centres du langage, j'ai l'hémisphère dominant. L'hémisphère dominant peut être à gauche ou à droite. L'hémisphère dominant chez la majorité des personnes qui sont droitières est situé à gauche. Donc, quand la majorité d'entre vous, vos centres de langage sont situés à gauche. Ou bien, vous êtes à droite. Très bien. Donc, le centre du langage est à gauche. L'hémisphère dominant est d'accord. Donc, quand ça va être une hémiplégie droite, maintenant il y a une atteinte corticale gauche, maintenant tu vas avoir une aphasie. D'accord. Très bien. On a découvert que ce n'est pas vrai. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que c'est dominant? Tu as le gauche à droite, le droit à gauche. Les gauchers peuvent avoir un centre dominant droit ou la gauche ou là. D'accord. Donc, c'est du blabla. Mais c'est comme ça, vous devez les apprendre. C'est la petite remarque très bien, on a terminé avec l'hémiplégie. La première, on a terminé avec le premier diagnostic qui est l'hémiplégie corticale. Quand je dis l'hémiplégie capsulaire, on a terminé en tête de la capsule interne. Très bien. Elle est totale, elle touche le membre supérieur. Elle est totale. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Elle est totale. Elle est totale, mais il y a une paralysie complète, mais une paralysie. Elle est proportionnelle, elle touche le membre supérieur et inférieur, kiff. Elle est complète, parce que le faisceau pyramidal est atteint, elle a dit kiff, vous l'oubliez, quand on a dit la remarque, vous l'oubliez. L'hémiplégie est pure. Où je mets une hémiplégie pure? Une hémiplégie pure, c'est une hémiplégie qui n'est pas accompagnée par des troubles sensitifs. C'est une hémiplégie qui n'est pas accompagnée par des troubles sensitifs. Alors, elle n'est pas accompagnée par des troubles sensitifs parce que la capsule interne ما فيهاش les faisceaux sensitifs. Les faisceaux sensitifs, le trajet de Hambaïn, ils jouent à le ménisque médian. Ils disent qu'ils sont le ménisque médian. D'accord? Je vois, on voit les bourdards. On est tellement algésique qui filent. L'essentiel, le trajet de Ham, ils jouent à la thalamus, ils jouent à la tout, mais ils jouent à la capsule interne. À la vie, une atteinte de la capsule interne va me donner une hémiplégie pure. Une hémiplégie sans autre anomalie, notamment sensitive. Très bien. Elle réalise, on a terminé avec la capsulaire, donc la capsulothalamique. La capsulothalamique réalise le syndrome de Dejerine-Roussy, qui est associé. Capsulothalamique, il y a une atteinte d'une partie de la capsule interne et d'une partie du thalamus. Très bien. Oui, je me dis le syndrome de Dejerine-Roussy. تلقاوه طبيبه تلقاه في هذيك لاباج ادغوات من تحت très bien. Fait une hémiparésie, fait une hémianopsie latérale homonyme, fait des troubles sensitifs à type de troubles de la sensibilité profonde, de la sensibilité thermo-algésique, ou fait des troubles sensitifs subjectifs. Une hyperpathie. C'est quoi une hyperpathie? Une hyperpathie, c'est là, il y a تحتنا في l'examen. تاع سيميو تاع 3e trimestre. Une hyperpathie, on à la voix. T'as fait l'examen. L'hyperpathie. Très bien, l'hyperpathie c'est une exagération de la sensation douloureuse. Et on est كلش يوجع. تمسو يتوجع. تقيسو يتوجع. يقيس حاجة باردة يتوجع. يقيس حاجة سخونة يتوجع. C'est une exagération de la sensation de douleur. Très bien. Donc on va essayer d'expliquer. Tous ces signes sont retrouvés du côté opposé de la lésion. Hémiparésie. On oublie le côté pour l'instant. علاش hémiparésie? Une hémiparésie parce que à la la capsule interne يجوز le faisceau pyramidal. Donc une hémiparésie. ما تقاسش كامل la capsule interne. تقاسش une partie de la capsule interne. Donc je n'ai pas une hémiparalysie. J'ai une hémiparésie.
D'accord. Premier signe, expliqué. On est d'accord. Les faisceaux moteurs passent par la capsule interne. Donc, puisqu'ils jouent dans la capsule interne, j'ai une atteinte ou un trouble de la motricité. Très bien. Hémianopsie latérale homonyme. Hémianopsie, وقتاش نلقى des troubles visuels. لازم, je dois prouver les atteintes ou le schéma تاع les fibres تاع l'optique ياك نقاسو. جات على الثالاموس, على بالي كي درتو les trajets des nerfs crâniens ou qui dit la physiologie de la vision, vous avez vu le cheminement du nerf optique. Le nerf optique, il va décusser au niveau du chiasma optique, une partie reste homolatérale, une partie va devenir contralatérale. Les radiations optiques, le noyau ventro-postéro-latéral du thalamus. Le thalamus. Le nerf optique, voici la rétinotopie ou les différentes représentation des points de mon champ visuel au niveau de mon cerveau. Voici cet œil. Supposons qu'un œil صارت لي une atteinte هنايا. تشوفوا هنايا هذا هو le thalamus. ياك شوفوا وين يجوني les fibres. هاي la fibre nerveuse. D'accord. هنا يبدا le nerf optique. يلحق له هنا الكيازما optique يتقسم على زوج. Une partie décusse et une partie ne décusse pas. La partie qui décusse va se retrouver avec une autre partie, l'autre moitié à l'autre œil. On va le noyau bondette optique, radiation optique, et le noyau ventre postérolatéral du thalamus. Donc, on dit le thalamus. Donc, puisque ça a une atteinte à le thalamus il me dit une atteinte du champ visuel. Quel champ visuel maintenant? Comme la lésion, ça va être le côté rouge. Le côté rouge, il est responsable de quel champ visuel? هذا أحمر وهذا أحمر. هذا الأحمر وهذا الأحمر, ils vont regarder où? Ils vont regarder à droite. Donc si j'ai une atteinte du thalamus gauche, je vais avoir une hémianopsie latérale homonyme. De quel côté? Du côté contralatéral, puisque la décussation a fait en sorte de la lésion du côté contralatéral. Le thalamus gauche va recevoir le champ visuel droit. C'est comme ça, parce que j'ai deux champs visuels, un champ visuel nasal et un champ visuel temporal. Il y aura une décussation à la moitié des fibres. Il faut regarder avec la vidéo comme les vidéos du système nerveux. J'ai fait une petite vidéo où j'explique les différentes manifestations des troubles visuels. L'essentiel, c'est que le thalamus il sera moins le chiasma optique. Puisque le thalamus est atteint après le chiasma optique, la décussation sera. Donc la tête sera du côté contralatéral. Elle sera du côté contralatéral. Donc, فهمنا علاش صرا لي une hémiparésie. فهمنا علاش صرا لي une hémiparésie, une hémianopsie, des troubles sensitifs. Parce que le thalamus est le point intermédiaire de tous les messages sensitifs. Toute la sensibilité, que ce soit une sensibilité profonde, ou une sensibilité thermoalgésique, ou une sensibilité visuelle, ou une sensibilité auditive, كامل يجوزوا على le thalamus. Un trouble sensitif subjectif, c'est aussi à cause de l'atteinte du thalamus. Donc, on a fait les différentes manifestations, des 4 manifestations au cours de l'atteinte capsulo-thalamique. Le problème de cas, elles sont contralatérales. Donc, j'ai une seule information. Je sais pourquoi l'atteinte par le champ visuel elle est contralatérale. On est d'accord? On est d'accord, Harry. Donc, quand je fais les fibres nerveuses, voici un schéma, joli schéma, oui, on va essayer d'expliquer pourquoi l'atteinte est contralatérale. Pour pouvoir répondre à cette question, pour pouvoir savoir de quel côté est située la lésion, je dois définir le membre. ياك أنا نهضر على une atteinte هنا في le thalamus. نحن نهضر على une atteinte هنايا capsulo-thalamique. Imaginons que هذه هي la moelle épinière. ياك ومعد فوقها لو بول فوق لو بون هذا كامل لو ترون سيريبرال فوق كاين لو thalamus et la capsule interne فوق faisceau supérieur. J'ai 4 faisceaux. نحن نهضر على 4 faisceaux. ياك le faisceau visuel انا هضرت عليه قلنا بلي le faisceau visuel va décusser باش يلحق وهضرنا علاش شفنا هذا لو شيما ياك. Donc هذا يا المارون on l'élimine. بقاو لي 3 fibres نهضر عليهم. La fibre motrice, la fibre sensitive épicritique, tu as le faisceau de Gaulle et Bourdach, ou les faisceaux thermoalgésiques. C'est quoi le thermoalgésique? C'est le faisceau spinothalamique.
Tu vois, le faisceau spinothalamique, c'est le faisceau spinothalamique qui est le faisceau extraluminiscal responsable de la sensibilité thermo-algésique, la sensibilité thermique et la sensibilité de la douleur. Je vais essayer de suivre le trajet de ces différents nerfs. Le faisceau pyramidal. Le faisceau pyramidal naît au niveau du cortex. Il joue, s'il vous plaît, concentrez-vous. Il joue à le thalamus sans décussé. Parce qu'à la base, le faisceau pyramidal, il décusse au niveau du bulbe bas. Il décusse au niveau du bulbe bas. Donc, il y a le thalamus, le bulbe bas. Le thalamus est situé en haut du bulbe bas. Le thalamus, le thalamus, il y a la fibre sans décusser. Le bulbe bas, elle décusse. Donc, on a une atteinte qui il décusse au niveau du bulbe bas. Donc une atteinte elle va me causer l'atteinte de quel membre? Hada ou la hada? Du côté contralatéral, puisqu'il y aura une décussation mort la lésion, et c'est une fibre motrice. La fibre motrice en noir. Donc on a résolu le problème visuel et le problème moteur par les deux fibres sensitives. Le faisceau spinothalamique, il est le faisceau spinothalamique, le faisceau spinothalamique, la sirène, bye bye. Le faisceau spinothalamique, c'est quoi la caractéristique? C'est que l'hydrol la moelle, il décusse. Je suis tout là, non. Surtout anatomie, c'est important. Donc le faisceau spinothalamique, rélitrol, il va décusser. Une fois entré, il va décusser. En décussant, il va monter, il ne va plus décusser. Donc l'atteinte sera après décussation. S'il y a une atteinte ici, quelle sensibilité sera atteinte? De ce côté ou là de ce côté? De ce côté. Très bien. Donc une atteinte ici va réaliser un trouble de ce côté. La troisième fibre qui est la fibre léniscale, ou la sensibilité profonde. La sensibilité profonde, elle me donne des troubles sensitifs profonds ou un trouble hyperpathique. Avec l'hyperpathie, elle est aussi due à l'atteinte du spinothalamique et du léniscal. Le léniscal, les faisceaux de Gould et Bordach. Les faisceaux de Gould et Bordach montent directement. Une fois arrivé au niveau du lénisque médian, il décusse. Ou le lénisque médian, ou le thalamus. Le thalamus. Donc la décussation sera le thalamus. Qui sera une lésion, le membre atteint sera de ce côté ou là de ce côté? Elle sera contralatérale. Donc le résultat final, c'est une atteinte thermoalgésique, épicritique, motrice et une hémianopsie homolatérale homonyme, qui sont du côté opposé à la lésion. Elles sont du côté opposé à la lésion, c'est purement topographique parce que les fibres, soit elles sont motrices ou mais elles décussent, soit elles sont sensitives ou décussent déjà. Quand c'est sensitif, باش تكون contralatérale لازم يكونوا décussent. وكي تكون motrice لازم يكونوا مازال ما décussent. Mais tout le monde a تحفظوا هكا bêtement, vous allez juste comprendre en dessinant des schémas هكا. On est d'accord? Est-ce que c'est plus clair de quoi? Pour tout le monde. Je reprends là. Je reprends. Essayez de vous concentrer, s'il vous plaît. C'est quoi ça? S'il vous plaît, c'est très important. Vous devez connaître la topographie des lésions. Je suis en train de parler du syndrome de Dejerine-Rossi. Le syndrome de Dejerine-Rossi, ça a fait une atteinte capsulothalamique. Maintenant, une atteinte de la capsule interne où le thalamus est déjà là. Une atteinte du thalamus va me donner des troubles sensitifs, puisque le thalamus est un endroit où cheminent les fibres sensitives, ou la capsule interne, c'est l'endroit où cheminent les fibres motrices. Alors, je vais suivre les différents éléments ou les différentes étapes du chemin de mes différentes fibres. Il y a plusieurs fibres. Il y a la fibre visuelle, il y a la fibre spinothalamique, il y a la fibre léniscale, il y a la fibre pyramidale. Est-ce que la lésion elle va agir sur le membre homolatéral ou sur le membre contralatéral? La description clinique le côté contralatéral. Mais le côté contralatéral. Le côté contralatéral. Je vais suivre le cheminement
les vaisseaux, les faisceaux تاوعي. Je vais les suivre. في le visuel تبعوا هذا parce que c'est plus facile. طبيبة صارت لي l'atteinte هنايا، صارت لي une atteinte هنايا تاع le thalamus. Le thalamus reçoit quelle fibre nerveuse? Elle reçoit les fibres nerveuses تاع le champ visuel contralatéral. Pourquoi? Parce que l'organisation anatomique des fibres nerveuses est comme ça. Qui est le chiasma optique? Il va décusser ou il ne décusse pas. Mais il faut savoir que les yeux ont la forme d'une parabole, donc la partie nasale va regarder d'un côté et la partie temporale va regarder de l'autre côté. C'est complexe, on ne va pas perdre de temps à expliquer ça. La Chia, Inch'Allah, je vais vous publier la vidéo dans les champs visuels. L'essentiel, vous gardez tout le haka. Vous gardez que le champ visuel est contrôlé au niveau post-chiasmatique, la décussation, par les centres nerveux par les centres nerveux supérieurs contralatéraux. Est-ce que là qui est d'accord? Vous êtes d'accord? Elles ont décussé. La décussation a fait en sorte que les différentes fibres nerveuses d'un champ visuel, les structures neurologiques, tu as le côté contralatéral. On est d'accord? Très bien. C'est pour les fibres nerveuses. Je vois les autres fibres. Le faisceau pyramidal, le faisceau limniscal et le faisceau spinothalamique. L'anatomie, tu as le système spinothalamique. C'est quoi? C'est le fait d'entrer du membre, le membre, il réalise une communication et il décusse. On réalise une communication. La décussation se réalise au niveau de l'étage même, du même étage où on trouve le faisceau spinothalamique. Normalement, il décusse, il monte. On est d'accord? Très bien. Donc, il sera une lésion هنايا. هاد la fibre, هاد النقطة هادية كي تشوفي فيها هادي. Elle est responsable de quel membre? De ce côté ou de ce côté? De ce côté. Donc, une atteinte thalamique va me donner un trouble de la sensibilité thermo-algésique contralatérale. Parce que la fibre spinothalamique a déjà décussé. D'accord? Très bien. La fibre lemniscale. La fibre lemniscale, elle monte dans les faisceaux, dans les cordons postérieurs de Gaulle et Bourdach. Une fois arrivée au niveau du limnisque médian, elle décusse. On m'a demandé de décusser, qui le thalamus. Donc, au niveau du thalamus, elle a décussé ou la mazal? Elle a décussé. Puisqu'elle a décussé, qui sera une lésion, le membre atteint, c'est celui-là ou celui-là? C'est celui-là. Ou la fibre motrice. Le faisceau pyramidal va descendre jusqu'au bulbe bas. Une fois arrivé au bulbe bas, il va descendre. En descendant, il va aller au membre. Donc, quelle sera la lésion? Quel est le membre innervé par ce faisceau pyramidal? C'est celui-là ou celui-là? C'est celui-là. Donc, ils sont tous contralatéraux. Donc, toutes les manifestations cliniques du syndrome de Dejerine-Roussy sont contralatérales. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Les hémiplégies dues à une atteinte du tronc cérébral ou les syndromes alternes. Allez, je vais syndrome alterne. Ou c'est même ça le syndrome alterne parce qu'il combine une atteinte homolatérale avec une atteinte contralatérale. C'est une alternance des lésions. Une lésion homolatérale avec une lésion contralatérale. Une lésion homolatérale avec une lésion contralatérale. Syndrome alterne. Donc, ces lésions, elles doivent toucher quelque chose qui est homolatéral avec autre chose qui est contralatérale. Très bien. Hémiplégie contralatérale avec une paralysie périphérique homolatérale d'un ou de plusieurs nerfs crâniens. Quand je parle de nerfs crâniens, s'il vous plaît, votre concentration. Quand je parle d'un nerf crânien, j'ai deux types de paralysie. J'ai une paralysie centrale et une paralysie périphérique. Je dis que la paralysie d'un nerf crânien et central, il a salat qabl les noyaux. Je dis qu'une paralysie est périphérique, il a salat les noyaux ou habbat. Donc si on revient au schéma ta'mouqbil, une atteinte supranucléaire est une atteinte centrale. Une atteinte au niveau du noyau ou là en périphérie, c'est une atteinte périphérique. Les noyaux central, mort les noyaux périphériques. Les noyaux central, mort les noyaux périphériques. Très bien. Donc, je vais avoir une paralysie périphérique homolatérale d'un ou plusieurs nerfs crâniens. S'il vous plaît. La paralysie l'hémiplégie va être contralatérale. C'est clair. Parce que la décussation des fibres moteurs, des fibres, le système pyramidal, elle va décusser au niveau du bulbe bas. Voilà, la partie, elle est située, oui.
l'atteinte des troncs des nerfs crâniens, elle est située avant le bulbe bas. À l'âge, on se concentre. Les noyaux des nerfs crâniens, le tronc cérébral. Le tronc cérébral commence par le mésencéphale, ensuite le pont, ensuite la partie la plus inférieure. On est d'accord? Mésencéphale, pont, puis bulbe. Ça, pour la langue. Donc, qui aime les noyaux? Alors, on dit la décussation du système pyramidal, puisque le système pyramidal va décusser au niveau du bulbe bas. La partie la plus inférieure, il décusse. Il va décusser après les noyaux des nerfs crâniens. Donc l'hémiplégie, elle sera contralatérale. Elle sera une lésion, ça va être le bulbe. Supposons que j'ai une lésion au niveau du bulbe. Est-ce que cette lésion au niveau du bulbe, elle est contralatérale ou la homolatérale à l'hémiplégie? Elle est contralatérale. Parce que il a une lésion au niveau du bulbe, les faisceaux pyramidal à ce niveau, je vais vous aider avec des schémas. Supposons que le bulbe bas. هنا يصير la décussation. Les nerfs crâniens, les noyaux تاعهم جايين كامل فوق la décussation, puisque la décussation sera le bulbe bas, ou les noyaux des nerfs crâniens جايين كامل فوق le bulbe bas. فوق le bulbe bas ولا فيه soit فوقه. Donc il a صارت لي une atteinte هنايا. Le faisceau pyramidal طبيبه il n'a pas encore décussé. Donc il a صارت لي une lésion هنايا كيما في thalamus. Il a صارت لي une lésion. L'hémiplégie sera contralatérale. Tandis que les noyaux des nerfs crâniens, ils vont envoyer des nerfs crâniens vers le membre du même côté. Attention, les noyaux des nerfs crâniens envoient des fibres nerveuses vers les muscles du même côté. Les noyaux des nerfs crâniens envoient vers le même côté. Les noyaux des nerfs crâniens vont envoyer aux muscles du même côté. À la base, j'ai une atteinte des nerfs crâniens du même côté. On est d'accord? Supposons que j'ai le nerf facial. Le nerf facial a des noyaux. Les noyaux vont même des deux côtés. Donc chaque noyau du facial, il va envoyer du même côté. Un noyau facial gauche et un noyau facial droit. Le noyau facial gauche va envoyer à gauche ou le noyau facial droit va envoyer à droite. On est d'accord? C'est pour cela que si j'ai une atteinte bulbaire, ou si j'ai une atteinte mésencéphalique, ou si j'ai une atteinte au niveau du pont, les noyaux des nerfs crâniens de la partie, ils vont énerver quelle partie? C'est la partie homolatérale. Elle est bien que les syndromes alternes. Je vais avoir une paralysie crânienne, une paralysie des nerfs crâniens homolatérale de type périphérique, les noyaux ou leurs fibres, plus une hémiplégie contralatérale, puisque l'atteinte, que ce soit au niveau du bulbe ou de mésencéphale, ça va la décussation du système pyramidal. Est-ce qu'on est d'accord? هذوما les différents syndromes alternes تحفظوهم. عندكم le syndrome de Weber كامل فيهم hémiplégie contralatérale كامل ومن بعد على حساب la localisation elle est bulbaire elle est mésocéphalique على بالكم باللي les nerfs crâniens كل واحد وين جاي chaque nerf crânien a son étage. في le bulbe عندي tel noyau je vais avoir tel nerf crânien qui est atteint. في le mésocéphale j'ai tel noyau je vais avoir tel nerf crânien qui est atteint. Par exemple le syndrome de Weber, je vais avoir une paralysie du tronc. C'est une atteinte au niveau du pédoncule. Le syndrome de Weber, une paralysie, une atteinte du côté de la lésion, une atteinte contralatérale. Là, au niveau du contralatéral, j'ai une hémiplégie. Au niveau du côté de la lésion, j'ai une paralysie du nerf oculomoteur quand même. L'hémiplégie protuberentielle, elle est située au niveau du pont. C'est le syndrome de Miller-Gabler. L'hémiplégie, toujours, elle est contralatérale. La paralysie du 7 du type périphérique, avec ou sans paralysie du 6, parce qu'il faut savoir que le noyau du 7 et le noyau du 6 sont proches. Quand j'ai une atteinte du 7, elle peut être accompagnée d'une atteinte du 6. Donc j'ai une hémiplégie contralatérale qui peut être accompagnée d'une atteinte, qui est accompagnée d'une atteinte du 7 sans ou avec une atteinte du 6.
Qu'est-ce que j'ai là? Je reprends, je suis en train d'étudier les syndromes alternes. Les syndromes alternes sont dus à des atteintes au niveau du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est une partie supérieure qui a une caractéristique. Quelle est la caractéristique du tronc cérébral? C'est le fait d'avoir des nerfs crâniens à son niveau. Donc l'atteinte du tronc cérébral, elle va avoir deux répercussions. Elle va toucher les faisceaux pyramidaux d'un côté et de l'autre, elle va toucher les noyaux des nerfs crâniens. Le faisceau pyramidal, il n'a pas encore décussé, donc l'atteinte hémiplégique va être contralatérale. Les noyaux des nerfs crâniens vont envoyer vers les muscles homolatéraux. Donc l'atteinte des nerfs crâniens va être homolatérale. Très bien. Le syndrome de Miller-Gebler, paralysie du 7 avec une hémiplégie qui respecte la face, puisque le côté elle respecte la face. S'il vous plaît, concentrez-vous. Elle a bien l'atteinte. Je ne sais pas si on fait les syndromes neurogènes ou là. Des raisons. Bien sûr. Donc ça ne va pas être long. 20 minutes. وشنو؟ L'hémiparésie t'as les membres. Je ne suis pas en train de parler des nerfs crâniens. D'accord? On a presque terminé. S'il vous plaît. L'hémiplégie bulbaire, c'est une atteinte au niveau du bulbe. L'hémiplégie, toujours, elle est contralatérale. Ou la paralysie des nerfs crâniens, ce sont les nerfs crâniens dont les noyaux sont situés au niveau du bulbe. Très bien. L'hémiplégie médulaire, la dernière partie. S'il vous plaît, le syndrome de Brown-Séquard. Il faut le maîtriser. Je suis désolé pour les syndromes alternes parce que d'accord? Si vous voulez qu'on les reprend, on les reprend. On continue. L'hémiplégie spinale. L'hémiplégie spinale est très rare. C'est quoi l'hémiplégie spinale? C'est une atteinte de la demi-moelle. Mais ce sera une section totale de la moelle, ce sera une section partielle de la moelle. On est d'accord? Il va être caractérisé par quoi? Il est caractérisé par une paralysie de la motricité volontaire avec trouble de la sensibilité proprioceptive du côté de la lésion, ou un trouble de la sensibilité thermoalgésique du côté opposé. C'est très complexe. J'ai un des deux types de troubles. Un trouble homolatéral ou un trouble contralatéral. On est d'accord? Un trouble homolatéral ou ipsilatéral, un trouble contralatéral. C'est quoi le trouble contralatéral? Mais bon, هذا لازم تفهميه puisque فهمتي اللي تاع قبيله. D'accord? Donc هذه une atteinte contralatérale ou une atteinte ipsilatérale. C'est quoi l'atteinte ipsilatérale? C'est l'atteinte du système pyramidal. هذه خطره كامل les paralysies c'était des paralysies contralatérales. Là, c'est une paralysie homolatérale du même côté de la lésion. Donc, les deux atteintes ipsilatérales, c'est quoi? C'est l'atteinte motrice ou c'est l'atteinte de la sensibilité profonde. Elle est faisceau cordonneau postérieur. Ou l'atteinte contralatérale, c'est l'atteinte thermo-algésique. Allez, on va voir pourquoi. On a c'est une atteinte de l'hémimoelle. C'est une atteinte de l'hémimoelle. نص la moelle barque elle est atteinte. La moitié elle est conservée. Donc par un coup de chance, c'est un syndrome qui est très 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 rare. Très bien. Très bien. Donc c'est une atteinte de l'hémimoelle. Regardons un peu. J'ai trois faisceaux qui m'ont coupé. J'ai le faisceau pyramidal, il y a le faisceau spinothalamique ou le faisceau ioniscal. Si on regarde les autres, ça va faire la moitié. Regardons la moitié, le fil qui change de cette moitié. Alors, kiff. Essayons de nous rappeler kiff. Micro, parfait. Bado, haka. Il fallait dire plus tôt. Ça marche pas. J'aime pas. Le système pyramidal, ça va haka. Le système pyramidal,
le système pyramidal, le système pyramidal, on va essayer de suivre son chemin. Regardons le système pyramidal. Il est au niveau du cortex, la capsule interne, corona radiata, etc. Il arrive au niveau du bulbe bas et il décusse. Donc, quand il y a atteinte ici, quel est le membre qui va souffrir? C'est le membre. La décussation srat. Quand il y a le neurone, la fibre motrice, elle est responsable de ce côté. Elle vient, elle décusse, elle est responsable de la motricité de ce côté. Donc quand il y a une lésion, une section de la moelle, c'est ce membre qui est atteint. Donc une lésion de ce côté va induire une paralysie du même côté. Premier problème réglé. Deuxième problème, c'est le faisceau lumniscal. Le faisceau lumniscal, il entre, il monte directement, le verre, il monte directement sans décusser, le ménisque médian. Le ménisque médian, il met un relais où le relais va décusser. Donc, la lésion qui sera une atteinte, le membre, oui, la fibre, elle va agir. Il est situé de ce côté, ou de ce côté. Du côté homolatéral, le membre innervé par cette fibre sensitive est homolatéral. Donc, je vais avoir une paralysie et un trouble de la sensibilité profonde homolatérale. D'accord? Une paralysie et un trouble de la sensibilité profonde qui sont homolatéraux du même côté parce que les fibres touchées par cette lésion sont responsables de la motricité et de la sensibilité du membre qui est situé du même côté. Le système spinothalamique, regardez ce qu'il fait. Il décusse. Donc, la fibre, tu as le membre le membre qui a subi un trouble de la sensibilité profonde et tu as la paralysie. Regardez la fibre spinothalamique, je décusse et je monte. Donc la sensibilité thermo-algésique, elle est conservée. Parce que le juice, la fibre, elle décusse ou elle monte. Le côté, la fibre thermo-algésique ou le faisceau spinothalamique, tu as le côté controlatéral. Parce que c'est le côté controlatéral qui est entré, qui a décussé, qui est monté. La décussation sera le côté controlatéral. Donc quand il y a une lésion de l'hémimoelle, c'est le côté controlatéral qui est atteint. Et c'est pour cela que dans le syndrome de Brown-Séquard, j'ai une paralysie homolatérale, j'ai un trouble de la sensibilité profonde homolatérale, mais j'ai un trouble de la sensibilité thermo-algésique contralatérale. Très bien. Les paraplégies, c'est une section totale de la moelle, on l'a dit, elle va être caractérisée par un système pyramidal. La paraplégie flasque, c'est une section brutale au début, elle va être remplacée par une paraplégie spastique, où on a la marche de Gallinacé, les marches particulières sautillantes de Gallinacé. Très bien. La paraplégie en flexion, ce n'est pas la peine de trop en parler. Alors, c'est une paraplégie qui est chronique. Après une installation chronique d'une paraplégie, mais tu me dis en extension, tu me dis en flexion, après plusieurs années d'évolution, vous lisez ça, ce n'est pas important. Un petit schéma récapitulatif des différentes caractéristiques du syndrome pyramidal. Vous allez le lire plus tard, c'est tout ce qu'on a dit en détiré. Et je vous remercie. Il va avoir avec vous le syndrome neurogène périphérique et le syndrome myogène.